Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner une hypothèse quant à l'origine de la maladie. Cette hypothèse est proposée par Ingrid Auriol dans le livre qu'elle vient de publier sous le titre « Intelligence du corps ». Cette proposition se trouve dans l'article intitulé lui-même « Pourquoi est-on malade ?» Je lis cette hypothèse concernant l'origine de la maladie. Ce n'est pas à une vérité d'ordre seulement physiologique, ni même psychologique que renvoie la maladie, mais plus fondamentalement à l'impossibilité essentielle de se suffire à soi-même et à la difficulté d'être soi-même que tout homme, diversement, éprouve. C'est une hypothèse très humaine et notre propos consistera aujourd'hui à examiner les liens entre cette double hypothèse en réalité, c'est-à-dire le lien entre le fait que nous soyons incapables de nous suffire à nous-mêmes et le fait que nous ayons des difficultés à être nous-mêmes. Car il est bien évident qu'il y a un lien profond entre les deux, puisque sur l'impossibilité à se suffire à soi-même se greffent toutes sortes de possibilités de renoncement à soi. On peut renoncer à soi-même par peur du rejet, de la solitude, de l'abandon, et par conséquent, on peut interpréter dans cette perspective la maladie d'une manière tout à fait inédite, dans une amplitude très éloignée de ce que la médecine suggère concernant la maladie. Ce que la médecine suggère concernant la maladie, c'est René le Riche, qui, très justement, dans la logique médicale, a défini la santé comme la vie dans le silence des organes. Mais si la maladie s'avérait être éventuellement, je dis bien éventuellement, car il ne faut pas avoir de conception totalitaire sur le sujet, surtout sur un sujet si délicat. Le titre de l'article d'Ingrid Auriol, « Pourquoi est-on malade ?», ne renvoie absolument pas à l'hypothèse ou à la possibilité d'énumérer de façon exhaustive toutes les causes de la maladie. Par conséquent, c'est une lecture possible, mais il y en a évidemment d'autres encore. Néanmoins, s'il est vrai que la maladie est éventuellement quelque chose dans lequel il est éventuellement question de se reprendre soi-même, de se réapproprier soi-même, il est tout à fait possible que ce soit parfois dans le silence des organes que la maladie soit la plus présente. Autrement dit, la santé ne serait pas systématiquement et toujours la vie dans le silence des organes, mais au contraire, quelquefois, la maladie serait le silence même des organes. Prenons un exemple. Dans la religieuse de Diderot, on peut distinguer ou opposer même en l'occurrence deux personnages. Le personnage principal, celui de la religieuse, celui de Suzanne Simonin, à laquelle on a imposé de vivre au cloître, et puis celui du prêtre qui va l'écouter, l'entendre avec sympathie. Et pourquoi va-t-il l'entendre avec sympathie? Parce que Suzanne incarne ce qu'il n'a pas su être. Suzanne, en effet, ne peut pas, décidément, ne peut pas accepter ce qu'on lui impose alors que cela n'est pas son choix, n'est pas ce qui lui ressemble.
Alors on lui dépêche toutes sortes de sbires pour essayer de la convaincre, de faire plaisir à sa famille, puisque dans le roman on comprend que toutes sortes d'intrigues familiales se jouent autour de cette entrée forcée au cloître. Et donc on lui dépêche notamment la mère supérieure qui n'est pas méchante mais qui veut simplement essayer de la convaincre de rester au cloître. Et voilà ce que Diderot écrit et ce que Suzanne répond à son interlocutrice. « Je n'entreprendrai point de parler à votre cœur si la grâce ne lui dit rien, dit la mère supérieure. Jusqu'à présent, je n'ai point à me reprocher le malheur d'une autre, donc elle ne veut pas son mal. Voudrais-je commencer par vous, mon enfant, qui m'êtes si cher? Je n'ai point oublié que c'est à ma persuasion que vous avez fait les premières démarches et je ne souffrirai point qu'on en abuse pour vous engager au-delà de votre volonté. Voyons donc ensemble, concertons-nous. Voulez-vous faire profession? Profession de foi, évidemment. Non, madame. Vous ne sentez aucun goût pour l'état religieux? Non, madame. Vous n'obéirez point à vos parents? Non, madame. Que voulez-vous donc devenir? Tout excepté religieuse. Je ne le veux pas être, je ne le serai point. Voilà un beau signe de santé. Si on formule tout au moins l'hypothèse que la santé aurait quelque chose à voir avec l'effort pour être soi. Inversement, le prêtre n'aura pas ce courage. Et pourtant, dans le roman, qui des deux semble le plus malade? Simone, puisqu'elle tombe malade de ces obligations qu'on lui fait, tandis que le prêtre a une constitution malheureusement pour lui si robuste que finalement il ne se révolte jamais et n'aura jamais la possibilité d'accéder à lui-même. Mais laissons là le roman, la fiction, même si sans doute le roman de Diderot, qui est véritablement un roman, entretient avec les faits un lien réel au XVIIIe siècle où il n'est pas sûr que tout le monde s'engageait dans la profession de religieux sans contrainte. C'est une évidence, mais c'est tout de même un roman. Donc laissons cette fois le roman pour nous tourner vers le témoignage et en particulier celui de Fritz Zorn, qui écrivit un roman intitulé Mars, dieu de la guerre, dieu en l'occurrence de la colère, de la révolte, pour rendre compte de l'expérience qu'il a traversée par l'expérience de la maladie, en l'occurrence d'un cancer. Très clairement, Fritz Zorn formule l'hypothèse que son cancer est une amélioration paradoxale d'un état antérieur. C'est un livre extrêmement bouleversant qui commence par les lignes suivantes, très étonnantes quant aux causes habituelles qu'on assigne à la maladie. En général, on estime que la maladie peut être causée par des conditions de vie extrêmement difficiles, etc. Or, voilà commence Fritz Zorn, commence le témoignage de Fritz Zorn. Je suis jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps dont il est bien probable que je mourrai prochainement, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme dont je ne puis dire qu'une chose, c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Affirmation sidérante. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Je ne veux pas prétendre ainsi que le cancer soit une maladie qui vous apporte beaucoup de joie, cependant, du fait que la joie n'est pas une des principales caractéristiques de ma vie, une comparaison attentive m'amène à conclure que depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois avant de tomber malade. La santé, chez lui, n'est donc pas
la vie dans le silence des organes, mais c'est précisément le silence des organes qui attestait de la manière d'être la plus mauvaise qu'on pouvait imaginer. Pourquoi ? Fritz Horn va détailler son témoignage de façon extrêmement poignante. Donc il y revient. Pourquoi se sentit-il si malheureux? Était-il foncièrement, objectivement malheureux? Pas du tout. À vrai dire, il m'est difficile de me rappeler des détails particulièrement malheureux de mon enfance. Au contraire, tout ce qui m'est resté de mes jeunes années semble en général très satisfaisant, et je trouverais exagéré de faire aujourd'hui autour de quelques chagrins d'enfant un bruit que ceux-ci ne méritent pas. Non, en vérité, tout allait toujours bien, et même beaucoup trop bien. Je crois que c'est justement cela qui était mauvais, que tout aille toujours beaucoup trop bien. Dans ma jeunesse, presque tous les petits malheurs, et principalement tous les problèmes m'ont été épargnés. Il faut que j'exprime cela encore plus précisément. Je n'avais jamais de problème. Je n'avais absolument aucun problème. Ce qu'on m'évitait dans ma jeunesse, ce n'était pas la souffrance ou le malheur, c'était les problèmes, et par conséquent, la capacité d'affronter les problèmes. Paradoxalement, on pourrait formuler la chose ainsi. Le fait que je me trouvais dans ce meilleur des mondes possibles, c'est justement cela qui était mauvais. Le fait que dans ce meilleur des mondes, tout n'était jamais que délices, harmonie et bonheur, c'était justement cela le malheur. Tout de même, un monde exclusivement heureux et harmonieux, cela ne peut pas exister. Et si le monde de ma jeunesse prétend avoir été un pareil monde uniquement heureux et harmonieux, il faut qu'il ait été dans ses fondements mêmes un monde menteur. Je vais donc essayer d'exprimer les choses de la façon suivante. Ce n'est pas dans un monde malheureux que j'ai grandi, mais dans un monde menteur. Et si la chose est vraiment bien menteuse, le malheur ne se fait pas attendre longtemps, il arrive tout naturellement. Dans l'hypothèse de Fritz Horn, la santé véritable ne peut avoir un sens que dans un horizon de vérité. C'est une hypothèse absolument considérable. L'idée suivant laquelle une vie menteuse ne pourrait pas être une vie en bonne santé. Fritz Horn détaille encore. En quel sens y a-t-il eu mensonge permanent? Il y a eu mensonge permanent dans le sens où toutes les difficultés de la vie, toute la vie dans sa complexité était systématiquement mise de côté, autrement dit la vie en tant que telle. Dans ma famille, dit-il, lorsqu'il s'agissait de prendre parti, l'un des recours les plus en vogue, c'était le compliqué. Compliqué, c'était le mot magique, le mot clé qui permettait de mettre de côté tous les problèmes non résolus. Autrement dit, au lieu d'entrer dans la difficulté de la vie, celle-ci se construisait comme une fiction qui n'avait rien à voir avec le réel. Dans cette perspective-là, que va-t-il se passer? Eh bien, on en vient à des choses qui confinent au reniement permanent de soi. Reniement permanent de soi. Exemple presque cocasse si l'issue n'était aussi tragique. Je me rappelle une scène tout à fait curieuse que je citerai en exemple parmi bien d'autres. En visite chez nous, une tante qui avait de la culture parlait d'une exposition de tableaux du peintre Hans Erni. Ce peintre était suspect aux yeux de mes parents qui le soupçonnaient d'être communiste. Rien que pour cela, ces tableaux ne pouvaient pas être vraiment beaux. Cependant, la tante trouvait l'exposition admirable. Ma mère, qui était justement en train de servir le thé, avait entendu de travers et compris, au lieu d'admirable, abominable, et ce à quoi d'ailleurs elle devait s'attendre puisque Erni était communiste. Donc ça ne faisait que confirmer son préjugé à son égard, à l'égard de son art. Elle s'empressa donc d'acquiescer en ajoutant pour sa part à quel point elle trouvait Erni abominable. Sur quoi la tante, mal entendue, persista naturellement dans son opinion et son admirable, si bien que ma mère, saisissant enfin le sens du mot, fit aussitôt volte-face et trouva pareillement Erni admirable. Exemple saisissant
de démission de soi, de reniement de soi. Dans cette perspective-là, rien ne peut plus être naturel. Tout va être forcé. Il n'y a plus que de l'artifice. Par exemple, encore, à l'égard des personnes jugées, entre guillemets, subalternes. Chez nous, on s'adressait à tous ces gens-là avec un respect ostentatoire et exagéré. Dans ce cas, une fois de plus, il était manifestement tout à fait impossible de se montrer naturel à l'égard des gens. Une fois de plus, c'étaient des étrangers qu'on essayait de tenir à distance au moyen de l'affectation. Ce qu'il y avait de faux dans cette sorte de respect, c'était son exagération. Ma mère exprimait ses éloges et ses remerciements pour de menus services avec des accents si exaltés que cette protestation élogieuse et reconnaissante sonnait creux, ne pouvait plus être prise au sérieux le moins du monde et se volatilisait dans l'irréel. Ma pauvre mère disait par exemple au facteur que c'était merveilleux, magnifique, admirable de sa part d'avoir apporté le journal, refusant de reconnaître qu'après tout, c'était le métier du facteur que d'apporter le journal. On pouvait le remercier de nous l'avoir apporté, mais admirable, ce ne l'était pas. Tout devient donc faux, et dans cette perspective, la question de la vérité n'a plus du tout aucun sens. Exemple encore saisissant. Quand elle était invitée, ma pauvre mère refusait souvent le cognac et le whisky qu'on lui offrait et demandait à la place un simple verre d'eau, alors qu'il était possible qu'elle ait eu envie du whisky, précise antérieurement Fritz Zorn. Mais parce que cette eau était versée par l'hôte, elle se sentait obligée de proclamer qu'elle était délicieuse, que l'eau minérale ait de fait le même goût partout, qu'elle sorte de votre réfrigérateur ou celui du voisin, importait peu en l'occurrence. Il ne s'agissait pas de la réalité de la chose, il s'agissait de ce qu'en qualité d'invité, il lui fallait trouver tout délicieux. Sans doute l'hôte aurait-il pu écorcher ma mère toute vive, qu'elle se serait encore crue obligée de trouver l'écorchement délicieux, rien que parce qu'il aurait eu lieu dans la maison de l'hôte. Le délicieux qu'elle octroyait était sans valeur, la vérité était sans importance, seule comptait la politesse. Le livre de Fritz Zorn, son témoignage, est tout à fait bouleversant, tout à fait saisissant. Il contient une hypothèse concernant le sens véritable de la santé qui est radicale et, à ma connaissance, n'a pas tant que cela été examinée. En relisant ce témoignage, j'ai également pensé, sur le versant de la maladie mentale et non plus physique, à un autre exemple, celui de Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman, c'est cet homme qui, il y a une quinzaine d'années, s'est construit un personnage totalement fictif à partir d'un petit incident complètement anodin. Il s'appelle Roman. Un écrivain écrirait cela, on trouverait cela un peu énorme. Et pourtant, c'est une histoire vraie, une histoire de construction d'une vie totalement factice. Jean-Claude Roman, en deuxième année de médecine, est déçu, vit une histoire d'amour difficile pour lui. Il ne se présente pas à un examen. Et il ne peut pas dire à son entourage, non seulement qu'il a échoué, mais même qu'il ne s'est pas présenté. Il fait donc croire qu'il a passé cet examen, mais de plus qu'il a été reçu. Histoire affolante. À partir de là, il s'inscrit les 5 années suivantes en deuxième année de médecine et prétend tous les ans avoir réussi ses examens. Il prétend ainsi devenir médecin. Il épouse une jeune femme, s'installe à la frontière de la Suisse et prétend devenir chercheur à l'OMS. Évidemment, comme tout cela est bidon, il va bien falloir trouver des moyens de subsistance. Roman prétend qu'il est chercheur à l'OMS et
tous les jours, il arrête sa voiture sur un parking et reste des heures seul dans sa voiture avant de revenir pendant 10 ans le soir chez lui. Pour vivre, il prétend qu'il a des bons placements étant donné son statut de chercheur à l'OMS et il emprunte à tout son entourage, sa famille, ses amis, des sommes considérables qu'il prétend placer à des taux exorbitants. Et puis un jour, évidemment, le poteau rose va forcément être découvert puisque tous ses revenus vont être épuisés. La logique ordinaire, pour autant que la situation soit déjà ordinaire, aurait sans doute été ou bien qu'il tombe malade, ou bien qu'il se suicide. Il ne fait ni l'un ni l'autre, préférant, plutôt que leur dire la vérité une fois de plus, vis-à-vis de sa famille, c'est impossible de vivre dans la vérité. C'est saisissant cette histoire, c'est une tragédie des temps modernes, ça n'est pas simplement un fait divers. Il s'empare d'un fusil, il tue ses parents, ses enfants, sa femme. Il fait une tentative de suicide, reste quelques jours dans le coma et sort de ce coma. Il a été jugé, il est en prison actuellement. Il y a des points communs très troublants entre l'histoire de Fritz Zorn et l'histoire de Jean-Claude Roman. En effet, il dit à un moment dans le Emmanuel Carrère est un écrivain qui a voulu le rencontrer, tellement il était impressionné par cette histoire, par cette tragédie des temps modernes où on imagine la solitude de cet homme, cette construction d'un personnage totalement fictif qui ne peut exister qu'à travers la fiction. Et voilà ce qu'il dit, qui n'est pas sans point commun avec l'histoire de Zorn. Donc Emmanuel Carrère raconte ce témoignage de Jean-Claude Roman qu'il est allé rencontrer en prison. Il dit que sa mère se faisait du souci à tout propos et qu'il a tôt appris à donner le change pour qu'elle ne s'en fasse pas davantage. Il admirait son père de ne jamais laisser paraître ses émotions et s'est efforcé de l'imiter. Tout devait toujours aller bien, nous y revoilà. Sans quoi sa mère irait plus mal, et il aurait été un ingrat de la faire aller plus mal pour des broutilles de petits chagrins d'enfant. Mieux valait les cacher. Même scénario, dont l'issue est différente. Et c'est vrai que la plus grande probabilité pour Jean-Claude Roman aurait été effectivement qu'il tombe malade. Mais l'idée est la même. De façon incroyable, on apprend dans le témoignage qu'il a livré à Emmanuel Carrère qu'il avait passé son baccalauréat et qu'il avait eu en philosophie le sujet suivant, « La vérité existe-t-elle » Il avait eu 16 pour répondre à cette question, en répondant à cette question, en traitant cette question. Ici, on voit très bien comment, d'un côté, la maladie physique, en l'occurrence, évidemment, chez Jean-Claude Roman, on ne peut pas parler d'une amélioration paradoxale de la situation, mais il y a un dénouement, une révolte de la vie, finalement. Au-delà même de la question de la responsabilité, il y a une révolte de la vie contre une vie absolument fictive. Bien sûr, les deux témoignages, les deux histoires de Fritz Zorn et celle de Jean-Claude Roman sont angoissantes. Pourquoi ? Pas simplement eu égard à la violence de l'issue finale, en particulier en ce qui concerne Jean-Claude Roman, mais eu égard à la banalité relative de quelque chose dans l'histoire et le déroulement de l'histoire de chacun d'eux. Hannah Arendt parle de la banalité du mal, mais en l'occurrence, l'issue n'est pas banale concernant Jean-Claude Roman, mais en même temps, nous sentons bien tous qu'il est très facile de perdre sa propre trace, que dans une certaine mesure, ces deux histoires, principalement celle de Roman, sont des caricatures, mais comme toute caricature, elles disent quelque chose.
d'une possibilité sans doute de notre temps et d'une possibilité de notre existence, celle de se fourvoyer dans une existence fausse ou tout au moins de se fourvoyer dans une existence qui n'est pas à la hauteur de nos possibilités propres, de nos exigences, de la vérité de nos sentiments. Nous pouvons tous nous laisser déprendre de nous-mêmes pour d'excellentes raisons, pour faire plaisir, pour ne pas être seul, pour que la société fonctionne bien. Il y a d'excellentes raisons de se laisser déprendre de soi. Il y a un texte de Martin Heidegger dans La logique comme question en quête de la pleine essence du langage. Laissons le titre ici, nous en parlerons peut-être une autre fois. Mais il y a un texte qui m'a saisi dans ce texte de Heidegger concernant la possibilité que nous avons tous d'être détraqués. Heidegger prend le mot en son sens étymologique. Je vous lis l'extrait qui n'est pas long. Étant nous-mêmes sans cesse sous la menace de l'être en perte de soi, et le plus souvent dominé par lui, voilà, le plus souvent dominé par lui, c'est-à-dire que, bien sûr, Roman et Zorn incarnent des possibilités peut-être extrêmes, encore que, en ce qui concerne Zorn, c'est peut-être moins net. Mais nous sommes toujours sous la menace, dit Heidegger, de l'être en perte de soi et le plus souvent dominé par lui. Sommes-nous donc nous-mêmes et auprès de nous-mêmes, ou bien sommes-nous détraqués, ce qui veut dire mis hors de la trace que nous a frayé ce à quoi nous sommes appelés. Je relis cette phrase admirable. Détraqués, cela donc voudrait dire mis hors de la trace que nous a frayé ce à quoi nous sommes appelés. Sommes-nous tombés dans le vide en dépit de la profusion qui risque de nous faire tituber? Sommes-nous encore véritablement tourmentés par l'essence des choses? Ou bien sommes-nous seulement affairés avec toutes sortes d'entre elles pour arriver justement à échapper au vaste ennui? Sommes-nous nous-mêmes? Ou bien sommes-nous devenus tellement étrangers à ce soi que notre propre soi nous apparaît étranger? Sommes-nous nous-mêmes, ou bien sommes-nous devenus tellement étrangers à ce soi que notre propre soi nous apparaît étranger? Nous serions donc potentiellement détraquables. La notion de trace est extrêmement intéressante parce que, effectivement, elle indique en elle-même la possibilité ou même la facilité de ce détraquement. Une trace, ce n'est pas un rail. Je ne suis pas placé sur un rail qui me maintiendrait à la hauteur de ce à quoi je suis appelé. Il faut toujours que je rectifie, que je fasse un effort, que je me reprenne en quelque sorte pour être à la hauteur de ce à quoi je suis appelé. Sinon, bien entendu, nous n'en arrivons que très très exceptionnellement à la situation apocalyptique de Jean-Claude Roman. Mais tout de même, cette possibilité, en revanche, ne cesse de nous travailler. Il n'y a pas une situation où nous serions, une fois pour toutes, nous-mêmes. Être soi, ça n'est pas une installation dans un mode d'être une fois pour toutes établi. D'où la possibilité permanente de cette perte de soi. De telle manière que la question de la santé nous apparaît sous un jour complètement inédit. Dans la préface au Gai Savoir, Nietzsche propose une hypothèse très radicale concernant l'histoire de la philosophie. J'attends toujours qu'un médecin philosophe, au sens exceptionnel du mot, ait enfin le courage de pousser mon soupçon jusqu'à sa dernière conséquence et ose dire
Il ne s'est jamais agi jusqu'ici dans aucune philosophie de vérité, mais d'autre chose, disons de santé, d'avenir, de croissance, de puissance, de vie. Mais si, à la lueur de ce que nous venons d'envisager et qui est tout à fait considérable, nous inversions la proposition. Si la santé véritable ne pouvait être qu'à la mesure de la vérité. Qu'a-t-il alors manqué à Jean-Claude Roman pour éviter le désastre? Je ne suis pas psychologue ou psychanalyste et bien loin de moi de donner une réponse, le désir de donner une réponse fixe. Ce n'est pas possible. Le cas pathologique est trop lourd pour qu'on puisse oser une telle chose, pour autant qu'on puisse l'oser pour qui que ce soit. Mais qu'a-t-il manqué tout de même à Jean-Claude Roman? Sans doute un ami, car cette vérité à laquelle nous sommes appelés, effectivement, comme le disait Ingrid Auriol, nous ne pouvons pas la porter seuls. Nous ne pouvons pas nous maintenir seuls dans notre être. Or, que se produit-il au cours du parcours de Jean-Claude Roman? Un jour, il a une maîtresse, il est amoureux. Il veut en parler à son ami qui ne sait que lui répondre « Tu ne vas pas faire une connerie ». Alors que peut-être dans cet amour se jouait pour une fois quelque chose de la vérité de Jean-Claude Roman que personne n'a su entendre. Or, l'ami, comme dit encore Heidegger, c'est la bienfaisante faveur qui accorde à l'autre son être. C'est cet ami, sans doute, qui a manqué à Jean-Claude Roman et qui bien souvent nous manque à tous.